Voici les premières réflexions de Lise Bourbeau qui portent en particulier sur l'acceptation de ses propres émotions. Une des grandes lois spirituelles de l'univers est à l'effet que l'être humain est ici sur Terre simplement pour apprendre à travers ses expériences. Se donner ou donner aux autres le droit de vivre ces expériences sans accuser, juger ou condamner constitue le moyen le plus rapide pour apprendre. Qu'est-ce que tu en penses, Gisèle ? Alors, c'est une très bonne réflexion. Je pense qu'effectivement, on est là pour apprendre aussi à gérer nos émotions, pour vivre des expériences. Et tant qu'on n'a pas géré tout ça, ça va se reproduire dans nos vies, en fait. Des colères, des rancunes. Donc, on n'a pas appris à gérer ces émotions, à pouvoir les accepter. C'est des émotions qui vont se représenter, des situations et des expériences qui vont se représenter dans notre vie, en fait. Et une des premières missions de nos vies, de notre âme, c'est quand même de vivre ici dans la joie. Donc de pouvoir épurer un peu ces émotions et pouvoir les vivre. D'accord. Et donc tu disais que si on ne les vit pas, non seulement on n'est peut-être pas dans la mission que l'on a ici sur Terre, mais on risque de répéter encore et encore les mêmes choses. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est les schémas répétitifs. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas pu expérimenter dans l'acceptation, en fait, de la gestion de ses émotions, il y a des situations qui vont vraiment se représenter. C'est comme si, quand on n'accepte pas nos émotions, on crée un paquet et on le remplit. Au lieu de vivre nos émotions, d'être dans l'acceptation. Et puis là, à ce moment-là, le paquet se vide. Du coup, on n'a plus besoin de vivre ces émotions comme ça intenses. D'accord. Et si on ne vit pas ces émotions et que le paquet se remplit, c'est quoi le problème en fait ? C'est quoi ? C'est pas agréable au quotidien ? Est-ce que ça peut entraîner d'autres types de problèmes ? Alors ça peut entraîner d'autres types de problèmes. Effectivement, on voit que l'accumulation d'émotions négatives en fait va entraîner des comportements qui sont pas agréables, du mal-être, des déprimes, des dépressions, et ça peut aller jusqu'à des maladies en fait. On voit que le docteur Hammer a fait beaucoup de travail sur le décodage des maladies en fait. Et c'est vraiment expliquer que nos maladies sont liées aux émotions qui sont vécues dans notre corps. Donc on arrive vraiment à expliquer pourquoi une maladie, quel est le message d'une maladie en fait. Et tout ça toujours lié vraiment à un ressenti, à une expérience vécue qui n'a pas été traitée correctement, qui n'a pas été acceptée, qui a été mis de côté en fait. Et c'est là qu'on dit on remplit notre paquet en fait. Puis ça se cumule. Et donc après il y a un moment ça sort dans le physique, ça sort sur le corps physique. Ok, donc si on ne vide pas ce paquet, ça s'exprime par des émotions peut-être de plus en plus récurrentes, de plus en plus fortes, et après, même par des maux physiques et des maladies en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ça va toujours être plus intense pour que... C'est vraiment un message de l'inconscient en fait, qui fait son travail pour qu'on prenne conscience de quelque chose. C'est-à-dire qu'on prend conscience quand il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Souvent on fait un travail sur soi, on va se poser des questions quand il y a une situation qui ne nous convient pas, ou alors justement quand on tombe malade. C'est là qu'on va le plus aller chercher le pourquoi du comment. Donc si on n'écoute pas son corps, notre inconscient va mettre en place des situations qui vont être de plus en plus grandes, en fait, de plus en plus intenses pour qu'on les voit. Donc en fait, l'intensité grandissante négative, on va dire, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on expérimente dans son corps, sont des moyens qu'a l'intelligence supérieure, qui est en nous en fait, de nous exprimer qu'on ne va pas dans la bonne direction et qu'on ne s'écoute pas et donc qu'on est un peu déconnecté de notre chemin. Ce serait quelque chose comme ça, ou... Oui, tout à fait, oui. On n'est pas sur la bonne voie et on n'est pas juste dans la gestion, en tout cas, de nos émotions. Parce que si on vit des expériences, c'est pour pouvoir les transcender. Donc, quand on ne les transcende pas, quand on ne les gère pas, effectivement, elles vont être répétitives. Et d'autant plus, de plus en plus compréhensibles, donc de plus en plus grandes, pour qu'on puisse les voir. Quand tu dis, quand on vit des expériences, c'est pour les transcender. Est-ce que tu peux développer ça, s'il te plaît ? Quand on vit des expériences négatives, quand il y a une situation difficile, une perte d'un emploi, des relations qui ne marchent pas, des schémas répétitifs, ou même qui ne soient pas répétitifs, mais une chose qui nous touche, en fait, qui n'est pas agréable pour nous,
une situation dans la vie, un accident, une maladie. Ça, c'est vraiment des choses qui sont là pour qu'on apprenne. Et donc, en apprenant, en vivant une situation négative, c'est là qu'on va aller commencer à chercher en soi quel est le problème, ou à se poser des questions en tout cas. Si on ne trouve pas par peut-être la médication ou des choses comme ça, on va plus aller à l'intérieur de soi, et plus on va à l'intérieur de soi, plus on arrive à comprendre pourquoi ça arrive. Et là, on peut commencer à chercher et à comprendre tout ce panel émotionnel en fait qui est là. D'accord. Là, tu dis donc les situations notamment négatives que l'on vit, ou bien les émotions négatives que l'on vit, peut-être les maladies aussi, si on n'a pas suffisamment écouté ces émotions, c'est pour apprendre et comprendre pourquoi ces choses nous arrivent. Mais tu pourrais donner des exemples, par exemple, quels sont le genre de choses qu'on doit apprendre? Qu'est-ce que ces émotions, ces situations négatives ont à nous apprendre? Alors, par exemple, j'avais quelqu'un qui avait un supérieur très contrôlant au travail. Donc, pendant des années, tout allait bien. Situation sans un chef contrôlant, on va dire. Du jour au lendemain, il y a eu un changement de situation dans l'entreprise. Et il y a eu donc un supérieur, donc une autre personne, qui était très contrôlante et très très négative. Du coup, dans cette situation-là, il a fallu comprendre en fait un peu le miroir que la personne elle-même était contrôlante et qu'elle avait quelque chose à travailler là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui... c'est cette situation-là qui a fait qu'on a pu trouver le fait de... Bon, cette personne savait qu'elle était un peu contrôlante, mais que c'était toujours pas travaillé en fait. Du coup, cette situation a fait que on a pu mettre en évidence le fait qu'il fallait travailler et lâcher prise sur le contrôle, parce qu'en fait, cette situation ne correspondait pas du tout à cette personne, et c'est-à-dire que c'était difficile à vivre. Donc, c'est-à-dire du jour au lendemain, sa situation au travail s'est dégradée, parce qu'en face, il y avait quelqu'un qui était réprimant, en fait. Donc, vous voyez, c'est une situation négative qui s'est mise en place pour comprendre une émotion qui était vécue à l'intérieur. Puisque notre extérieur vraiment est le reflet de notre intérieur. Tout ce qu'on vit à l'extérieur de nous, c'est le reflet de notre intérieur, notre état émotionnel intérieur. Ok, donc en fait, pour mieux comprendre, si je te suis bien, pour mieux comprendre notre état émotionnel, outre le fait d'être en connexion avec soi-même et de le ressentir, on peut tout simplement commencer par examiner son environnement et son extérieur. Oui, tout à fait. Toutes nos relations, tout ce qui se passe à l'extérieur est un miroir de ce que nous vivons intérieurement. Oui, c'est intéressant, ça fait un lien avec une réflexion qu'on avait avec Johan, que tu connais, sur Sénèque, en fait, qui disait que tout dépend de la pensée. Ou en l'occurrence, étant donné que les pensées sont aussi liées aux émotions, tout dépend des émotions. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, je te propose qu'on avance sur un autre passage, justement, de Lise Bourbeau, qui est assez intéressant aussi, et qui permet d'avancer justement sur nos réflexions sur l'acceptation de nos émotions et la compréhension de nos émotions. C'est le suivant, le passage. À chaque fois que nous portons un jugement quelconque, nous nous éloignons de l'acceptation ou de l'amour véritable, car aimer véritablement, c'est accepter les événements et les personnes tels qu'ils sont. C'est tout simplement reconnaître que telle situation se présente de telle façon et que telle personne agit de telle manière. C'est au niveau de notre mental que nous prenons la décision que tel comportement ou tel agissement est mauvais. La notion d'acceptation est une notion spirituelle, elle n'est donc pas compréhensible par le biais de l'intellect seul. Je ne sais pas si dans tout ce passage, il y a des choses justement qui ressortent, que tu trouves intéressantes et que tu souhaiterais développer. Oui, mais je pense que là, ça fait ressortir que là où on doit aller, là où on sera le mieux, ça sera dans l'amour inconditionnel. On n'est vraiment pas encore à ça. On n'arrive pas encore à lâcher les jugements, à lâcher le bien, le mal. Et c'est quand même quelque chose qui pourra beaucoup nous aider, si on arrive tous à être dans l'amour inconditionnel, il n'y aura plus de conflit. Donc c'est quelque chose qui est bon de travailler, justement de travailler cette gestion d'émotions. Ça tend aussi à ça en fait, c'est que du coup si on comprend que tout ce qu'on vit à l'extérieur vient de notre intérieur, que c'est là pour comprendre ce qu'on vit intérieurement, il y a aussi une responsabilité de je crée ma vie, donc forcément j'en veux pas aux autres pour ce qui se passe dans ma vie, et je ne juge pas les autres parce qu'en fait c'est moi qui ai créé ces situations.
Donc on tend en fait à arriver à cet amour inconditionnel qu'on aurait pour tout le monde et d'être sans le jugement. Après, c'est un gros travail. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que tu peut-être séparerais ou distinguerais l'amour, on va dire, plus ordinaire? Bon, il y a différents types d'amour. Hein. Il y a l'amour qu'on dit, il y a déjà l'amour de soi, c'est une chose, hein, l'amour de soi. Il y a l'amour vers d'autres personnes, plus un amour plus affection, on va dire, plus amical ou familial. Il y a l'amour plus sentimental, on va dire, amoureux. Et il y aurait cet amour inconditionnel. En quoi l'amour inconditionnel est différent de peut-être ces autres types d'amour que je viens d'évoquer? Alors, je pense que c'est complètement différent dans le sens que l'amour inconditionnel, il n'y a aucune attente et aucune condition en fait. Du coup, c'est vraiment un amour, ça ressemblerait, je pense, plus à... Et encore, c'est vraiment pas totalement juste, mais plus un amour qu'on aurait pour un enfant, où on a moins de conditions, mais on a quand même des attentes hein, sur la vie de nos enfants. On a des attentes sur tout en amour en fait. Et l'amour, c'est vraiment pas que un sentiment, c'est une énergie. Mais ce qu'il y a, c'est que l'amour inconditionnel, c'est vraiment sans attente et sans condition. Donc c'est pas évident d'arriver à ça. Parce qu'on met toujours des conditions, on met des jugements. Et tant qu'on met des jugements et des réflexions sur justement déjà des amours différents par rapport à nos relations, par rapport à nos enfants, on devrait être dans l'amour inconditionnel avec tout le monde en fait. Avec tout le monde et puis peut-être même avec tout ce qu'on vit. Enfin, je veux dire, un amour de la vie, un amour de la nature, un amour pour tout ce qui est vivant, peut-être. Pour tout, oui, tout à fait. Ouais. Tu m'avais dit à d'autres occasions, justement, que pour toi, l'amour, ça allait même au-delà de la notion qu'on entend. Quand on parle d'amour, même d'amour inconditionnel, on pense le fait d'apprécier, d'aimer quelque chose, alors en l'occurrence inconditionnel, sans condition, sans attente en retour. Mais tu parlais aussi du fait que l'amour, c'est une énergie créatrice. Est-ce que tu pourrais... Alors là, on sort clairement du sujet de l'audio du jour, mais c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais développer ce concept d'amour en tant qu'énergie créatrice, énergie de base, en fait? Oui, alors on a vu que c'était prouvé, en fait, on peut calculer l'énergie du cœur. Et c'est vraiment, c'est vraiment une énergie, en fait. On sait maintenant, il y a 3 cerveaux. Il y a notre cerveau. Dans le cerveau, il y a le cœur qui contient des neurones et il y a l'estomac, là où il y a le plus de neurones. Et on arrive à calculer l'énergie du cœur. C'est vraiment là où il y a le plus d'énergie quand on fait une méditation, quand on fait une guérison, on utilise l'énergie du cœur en fait. C'est vraiment l'énergie universelle. Et on sait maintenant que l'amour, c'est pas juste un sentiment. C'est vraiment une énergie mesurable en fait. Et c'est avec cette énergie-là qu'on peut faire en tout cas tout ce qui est soins énergétiques. Se donner de l'amour à soi-même, c'est vraiment, on se remplit intérieurement. C'est pas juste un sentiment, c'est vraiment une énergie en fait. Et c'est l'énergie universelle. D'accord. Donc quand tu dis énergie universelle, énergie du cœur, énergie qui nous remplit, comment en fait se remplir de cette énergie du cœur, de cette énergie universelle? Comment s'en imprégner au maximum? Alors ça, c'est déjà en étant bien, en étant dans la joie, parce que quand on n'est pas bien, on n'arrive pas à se connecter à son cœur, en fait. Donc c'est pour ça que c'est bon de pouvoir justement gérer un peu toutes ces émotions, de pouvoir faire du nettoyage, de se sentir bien. Plus on va se sentir bien, plus on est dans l'ouverture du cœur. Première chose, c'est vraiment de pouvoir ouvrir son cœur. Et une fois qu'on est bien, qu'on arrive à ouvrir son cœur, on va mettre l'intention, en fait. L'intention, en se connectant à son cœur, de pouvoir en premier se remplir soi-même, puisqu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas chez nous. On ne peut pas aimer quelqu'un énormément si nous-mêmes on ne s'aime pas énormément. Ça va être une illusion en fait. On va essayer de chercher quelque chose chez l'autre, ça va tomber dans les dépendances, mais ça sera pas véritablement ce qu'on peut apporter à l'autre en fait. Et donc ça va être de l'intention, de pouvoir se remplir soi-même. La première chose, c'est vraiment de se donner de l'amour à soi, et c'est quelque chose qui est essentiel, et surtout que je vois souvent qui n'est pas le cas en fait. C'est une des premières choses, c'est que les gens ne s'aiment pas assez en fait. Et comment ça se manifeste parce que les gens qui se disent, peut-être certaines personnes qui nous écoutent en ce moment se disent, je ne sais pas, moi j'ai l'impression d'être plutôt bien avec moi-même, mais je ne sais pas trop en fait, peut-être. Comment est-ce que tu pourrais, est-ce qu'il y a des signes de quelqu'un, quelles sont les caractéristiques, on va dire, d'une personne
qui s'aime vraiment et d'une personne qui s'aime pas trop, une personne qui a une bonne estime d'elle-même, une personne qui a peut-être une estime un peu moins élevée? Quelles sont un petit peu les choses que tu vois régulièrement sur les caractéristiques des personnes qui s'aiment peut-être pas vraiment elles-mêmes, ou au contraire des personnes qui s'aiment beaucoup elles-mêmes? En tout cas, sur les personnes qui vont manquer d'amour de soi, ça va être beaucoup sur les dépendances affectives. Hein. Dépendance affective, on pense souvent en relation amoureuse, mais ça peut être aussi lié au travail, ça peut être lié à d'autres situations, même à la famille. C'est-à-dire qu'on comble quelque chose qui nous manque, qu'on n'arrive pas à s'apporter nous-mêmes. Donc c'est un manque d'amour, qu'on ne va pas forcément traduire par le mental comme ça, mais c'est le fait de ne pas pouvoir rester seul, le fait d'avoir besoin justement de l'autre. En fait, c'est surtout dans les besoins qu'on va voir ça. La dépendance affective, ça devient un besoin en fait d'être avec l'autre personne ou de vraiment être en connexion avec l'autre, ou d'être au travail, de donner beaucoup. Ça devient dans les besoins en fait. Et par rapport aussi, c'est des personnes qui vont donner beaucoup plus aux autres que ce qu'elles se donnent à elles-mêmes. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont toujours faire plus pour les autres, qui vont jamais dire non, qui vont toujours être là, qui vont toujours rendre service. Et ça, c'est des gens effectivement qui donnent beaucoup. Donc c'est une bonne chose de donner, on est tout à fait d'accord. Mais c'est une bonne chose de donner quand on sait se donner à soi-même en premier, en fait. Si on sait se donner à soi, on va aussi pouvoir dire non, on va pouvoir faire des choix en fait qui sont bons pour nous en premier avant d'être bons pour les autres. Quand on fait que donner aux autres, là c'est qu'il y a vraiment un manque d'amour de soi en fait, parce que on se fait pas passer en premier. La première personne qu'on doit aimer en tout premier lieu et le plus, ça va être nous-mêmes, parce que tout ce qu'on donne à nous-mêmes, on peut le donner aux autres. Sinon, c'est vraiment le fait de combler des manques, en fait. Mais on va combler pour avoir l'attention, pour avoir de l'amour en retour. Vous voyez, donc on reste dans les attentes. C'est, je te donne, mais parce que je veux quelque chose en échange, en fait. C'est là qu'on est dans la dépendance. Ouais, il y a, je trouve, un excellent livre qui s'appelle Donner sans compter, en anglais The Go-Giver, de Bob Burg. Et l'idée, je pense qu'il y a des choses magnifiques qui arrivent dans la vie à partir du moment où on donne sans attente en retour. Donc, c'est une loi universelle, en fait, que plus on donne, plus on reçoit. Ça, c'est une loi universelle. Plus vous donnez, plus vous allez recevoir. Donc, il est quasiment impossible, comme disait un de mes mentors, Bob Proctor, il disait, il est quasiment impossible de donner sans, enfin, il n'est pas quasiment, il est impossible de donner sans recevoir. Donc, il disait, je ne peux jamais trop donner. Des fois, il y a des gens, ils lui disaient à lui, mais tu donnes trop. Il disait, non, c'est pas possible, tu ne peux pas trop donner, parce que plus tu donnes, plus tu reçois, en fait. Donc, mais il faut être dans la sincérité. Tu donnes de façon sincère, sans attendre en retour. C'est exactement ce que tu dis. C'est très très intéressant. Et moi, que tu disais, la première personne à aider et à aimer, c'est soi-même. Ça me faisait penser à la fameuse citation, enfin sagesse populaire, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Tout commence par soi, en fait. Tout commence par soi, oui. Et donner sans compter, effectivement, très bon livre. Mais ce qui est important, je pense que des fois, on ne se rend pas compte, en fait, que ça peut être inconscient aussi. Qu'on donne en ayant une attente derrière. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup et qui ne se rendent pas forcément compte. Hein, parce que plus on donne, plus on reçoit, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que ce soit sans attente, en fait, quand on donne. C'est vraiment donné par le cœur et sans attente derrière, sans attente de retour. Et ça, c'est pas toujours évident, à comprendre, en fait, qu'on est dans les attentes. Tu parlais de quelque chose de très intéressant aussi il y a quelques minutes sur le fait que le but c'est de tendre vers l'amour inconditionnel, et tu disais c'est un petit peu comme l'amour d'un parent pour un enfant, et après tu t'es repris en disant ouais, mais c'est pas forcément toujours le cas, parce que souvent même dans ce schéma-là, dans ces relations-là de parents-enfants, il y a quand même des attentes, c'est-à-dire que on va donner de l'amour à son enfant, on va s'en occuper, on va l'aider, mais on a quand même derrière, on a souvent une espérance de dire mais j'espère qu'il va quand même accomplir ça, parce que là je l'ai quand même bien aidé. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu observer, pas forcément dans ta vie, mais auprès de tes clients, ce fait que les parents sont aussi un petit peu avec des attentes? Oui, c'est quelque chose qu'on voit quand même, mais c'est pas, je pense que ça va pas être les mêmes attentes que dans une relation amoureuse, par exemple. Dans une relation, on va attendre justement d'avoir de l'amour en retour, ce qui est une forme d'attente.
Avec les enfants, ça va être plutôt sur des résultats, sur des voilà, on pense qu'ils vont faire telle carrière, on veut être derrière, on veut les pousser à faire ce que nous on a envie qu'ils fassent. C'est quand même des attentes en fait. On les laisse pas libres de leur choix à 100%. On leur demande toujours des choses, de faire comme on veut, voilà, il y a toujours en fait des attentes qui sont là, mais ça va pas être les mêmes en fait que dans les relations amoureuses où si je te donne quelque chose. Je veux recevoir quelque chose en retour, mais ça va être plus être dans l'attention, voilà, transactionnelle. Ouais, ouais. Tandis que là, ce serait plus, dans le rapport parent-enfant, ce serait plus donner en ayant des attentes, mais pas pour soi, mais pour l'enfant, en fait. Mais indirectement, je pense que c'est toujours pour soi, parce qu'après, tu as la satisfaction que même que ton enfant ait fait la chose qui a été bonne pour lui, selon toi. C'est ça. Ouais, donc il y a quand même une forme d'attente indirecte par rapport à ça. C'est très intéressant et je pense que c'est peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans ou peut-être pas, mais c'est des notions qui sont très intéressantes. Ce que je propose, c'est qu'on explore un autre passage de Lise Bourbeau, toujours un petit peu dans cette perspective de l'acceptation et la compréhension de ces émotions. Tout ce qui se rattache au niveau spirituel doit absolument être expérimenté et senti au plus profond de toi pour en comprendre le sens. C'est ainsi que tu en acquiers la certitude. Si seul ton mental est utilisé comme moyen de vérification, il ne sera jamais calme et paisible, car le mental a constamment besoin de tout vérifier et tout prouver au niveau du monde matériel. Donc là, rapport entre mental, émotionnel et puis... C'est vrai que le mental, voilà, on cogite, on se pose des questions, c'est là qu'on va rentrer dans le jugement. Dans l'émotionnel, c'est sur le moment, c'est direct, quoi. Ça vient des tripes, ça sort. Mais avec le mental, on va être beaucoup dans le jugement, le fait de ruminer, la culpabilité, toutes ces choses-là qui restent dans la tête, qui tournent en fait. Et ça, c'est ça qui va créer aussi des paquets, parce qu'on se culpabilise, on mentalise les émotions, et du coup, on va vraiment faire une grosse boule avec tout ça, en fait. Je pense qu'il y a un autre passage qui complète bien ce que tu dis, de Lise Bourbeau, je te le dis, c'est « Comme le mental est constitué de mémoire, il n'est pas habitué à accepter une nouvelle notion sans préalablement la comprendre. Mais comme cette notion est nouvelle, il ne peut la comprendre tout de suite, d'où l'importance d'expérimenter et ressentir quelque chose de nouveau pour pouvoir le faire accepter par l'intellect et avant de décider que cette nouvelle notion est insensée. » Donc là, elle parle vraiment de l'importance, pas seulement de comprendre mentalement quelque chose, mais de l'expérimenter et de la ressentir pour véritablement l'accepter. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est comme on dit, je pense, pour sortir de sa zone de confort, en fait. Chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, on augmente notre niveau de conscience, notre niveau de réalité, de se dire, je ne pouvais pas le faire. C'est quelque chose qui est mental, c'est une peur qui est mentale. Je ne peux pas faire ça. Et en fait, une fois qu'on l'expérimente, on se dit, non, en fait, j'ai bien pu. Donc, du coup, ça repousse nos limites. Et le mental va nous coincer, en fait, va nous mettre des peurs là où il n'y en a pas. Parce qu'à part la peur de mourir, voilà, c'est la seule chose, c'est la survie, en fait, qui est la plus essentielle. Sinon, on peut tout dépasser. Mais après, c'est nos peurs mentales qui vont nous empêcher, qui vont nous mettre des barrières. Après, c'est aussi ce qu'on voit dans les blocages inconscients. Quand on fait un travail sur quelqu'un, un travail de développement personnel, on voit que les blocages inconscients, c'est des choses qu'on ne peut pas aller au-delà avec notre conscient et qui nous empêchent d'avancer, en fait. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler, aller dans l'inconscient pour pouvoir débloquer. Ça, c'est vraiment extrêmement difficile de pouvoir arriver seul, en fait, à enlever ces blocages. Mais ça nous fait des peurs mentales. C'est des schémas qui sont là, c'est des blocages. On ne peut pas avancer, en fait. Oui, il y a quelque chose qui est... En fait, il y a différentes approches pour surmonter ces peurs, surmonter ces blocages. Une approche, simplement d'y faire face. On a une peur, on y fait face. Ça nécessite de la volonté, beaucoup de mental pour le coup. Mais si on a conscience, c'est pas impossible de le faire. Et puis, une fois qu'on expérimente la chose, là, comme parlait Lise Bourbeau, justement, d'expérimenter l'émotion. Là, en l'occurrence, expérimenter la peur, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. C'est un moyen de faire qui demande, encore une fois, beaucoup de courage, de volonté. Une autre manière de faire aussi pour surmonter des blocages, ce serait de se reconditionner mentalement. C'est une approche que personnellement j'ai beaucoup explorée. La reprogrammation mentale, c'est passionnant. Et une autre, ce serait justement de les cerner d'abord et puis de les lever grâce notamment à des approches de thérapie. Et toi, c'est quelque chose que tu as
bien développé, notamment grâce à la méthode DAM. Et avec ce qu'on a créé aussi les deux DAM-HOM, c'est vraiment de combiner, l'idée c'est vraiment de combiner justement cette approche plus thérapeute, de cerner les blocages et de les lever en travaillant directement sur l'inconscient, et une approche où la personne peut par elle-même en plus, en supplément de ça, se reprogrammer mentalement. Donc, mais c'est clair que c'est pas facile, hein. Aller au-delà de ses blocages, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de ses peurs, c'est pas forcément évident. Est-ce que tu veux rebondir sur c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire, en fait, effectivement, parce que sortir de sa zone de confort, bon, déjà, il faut avoir conscience de ses peurs, c'est une chose, mais dire sortir de sa zone de confort, c'est faisable, mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile, parce que c'est un exercice au quotidien, et ça veut dire vraiment à chaque fois dépasser ses limites. Il y a des gens qui y arrivent très bien, c'est sûr, clairement, mais c'est vraiment un exercice compliqué, et c'est pas quelque chose qui est, enfin, qu'on nous apprend à faire. Je pense que c'est, comment dire, c'est pas naturel, on va dire. Mais est-ce que ce serait pas une des, finalement, compétences les plus importantes pour évoluer dans la vie, de savoir dépasser sa zone de confort? Oui, ben, c'est clair que ça nous aiderait beaucoup à aussi dans la gestion des émotions, en fait, hein, parce que si à chaque fois on dépasse nos limites, ça veut dire qu'on dépasse nos peurs, ça veut dire qu'à ce moment-là, effectivement, aussi on vide le paquet, donc on peut aller plus loin à chaque fois, en fait, hein. Donc on peut gérer ses émotions plus facilement. Mais il y a vraiment des choses, voilà, c'est quand même compliqué de pouvoir le faire pour tout. Il y a des choses qu'on n'est pas forcément conscient d'avoir, comme on disait, voilà, en thérapie, on voit des fois dans le générationnel, ou des générations au-dessus où il y a des stress, et on n'est pas forcément conscient de tout ce qui est peur enfouie dans l'inconscient, en fait. D'où l'utilité, souvent, surtout si on veut progresser, je dirais, rapidement, de faire appel à un thérapeute pour justement avoir cette perspective externe de quelqu'un qui nous aide à mettre la lumière sur ces zones d'ombre qui sont pour le coup vraiment très bien cachées au fond de nous-mêmes. C'est ça. Pour moi, c'est ma vision, effectivement, pour l'avoir expérimenté sur les clients que j'ai, c'est que c'est un accélérateur, et surtout, voilà, on peut aller chercher des choses qu'on n'est pas conscient, des informations non conscientes. Super, passionnant. Je pense qu'on peut explorer encore un autre passage qui va permettre de mettre la lumière et d'aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on discute. Un autre passage de Lise Bourbeau qui explique la chose suivante. Elle dit « Comme la notion d'acceptation sans jugement est nouvelle, elle est donc difficile à accepter à prime abord. Prenons l'exemple d'une personne qui perd le contrôle et qui ressent une intense colère face à une autre personne. Se donner le droit de vivre cette colère, c'est être capable de s'observer pendant le temps que dure cette colère. » Elle continue en disant que cette personne peut observer ses réactions physiques telles que l'augmentation du ton de sa voix, son visage qui devient rouge, sa respiration qui s'accélère, une pression ressentie au niveau du plexus, puis finalement une peur profonde qui s'installe en elle. Si elle réussit à demeurer au niveau de l'observation, sans tomber dans le jugement d'elle-même, alors sa colère ne durera que quelques instants. Une fois la tempête passée, cette personne pourra constater qu'elle vient de vivre une colère et pourra se donner le droit de l'avoir vécue. Le tumulte intérieur s'estompera et finalement cette colère lui aura été bénéfique car elle lui aura appris qu'une peur l'habitait. Qu'est-ce que tu penses de cet exemple qu'elle donne C'est un très bon exemple, puisqu'il y a la colère, bon, toutes les émotions, en fait, on devrait pouvoir les vivre. C'est aussi un peu l'erreur qu'on fait avec les enfants. On a peu tous, beaucoup eu cette éducation, et même de continuer à l'appliquer. C'est vraiment quand un enfant s'énerve, d'essayer de le calmer, en fait, de le calmer, de se taire, d'arrêter. Parce qu'effectivement, voilà, suivant les endroits, suivant les moments, c'est pas forcément le bon lieu, le bon moment, mais là, vraiment ce qu'elle exprime Lise Bourbeau, c'est ce qui est juste. On devrait exprimer nos émotions comme un enfant de 3 ans, parce qu'un enfant de 3 ans est encore complètement dans le non-jugement, et il vit toutes ses émotions au moment présent, et c'est là en fait qu'on va pas faire de paquet. C'est-à-dire que quand l'émotion arrive, on peut la vivre sans jugement, comme c'est expliqué dans cet exemple, sans culpabilité après coup, ou même sur le moment. Quand on peut la vivre sur le moment, c'est-à-dire que cette émotion, elle passe en fait, elle nous traverse. Une fois qu'elle nous traverse, elle ne reste pas inscrite dans notre mémoire cellulaire. C'est ça qui fait vraiment qu'après on a des mots physiques. C'est tout ce qui s'imprime dans notre mémoire cellulaire. C'est-à-dire qu'on vit une colère, on vit une émotion négative qu'on ne laisse pas passer, qu'on réprime parce que c'est pas le bon moment, on est au travail,
il y a quelque chose qui se passe mal, on ferme sa bouche, on dit rien, on s'énerve intérieurement, et ça c'est juste une colère réprimée. Elle va s'inscrire dans vraiment dans notre ADN en fait, vraiment un stress qui va être inscrit dans notre ADN, parce qu'on n'a pas vécu l'émotion. Et ça c'est vraiment ce qui, au fil du temps, cumulé, va créer des maux physiques. C'est ce que tu parlais au début, c'est l'accumulation, le paquet grandissant, enfin le paquet qui grandit parce qu'on ne vit pas la chose. Donc en fait, si tu as une émotion qui vient, ton paquet ne grandit pas, peut-être même qu'il diminue. Par contre, si tu ne vis pas cette émotion, tu ne la vis pas, ben, le paquet grandit. C'est bien ça? C'est ça, oui. Ok, donc ça c'est intéressant. Tu as parlé aussi de vivre ces émotions comme un enfant de 3 ans. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment un enfant de 3 ans, enfin je pense que on a tous à peu près des exemples, mais est-ce que tu peux dire quelles sont un peu les phases par lesquelles passe naturellement un enfant de 3 ans et par lesquelles peut-être on devrait passer nous-mêmes lorsqu'il y a une émotion qui nous assaille? C'est vraiment vécu au présent en fait, c'est ça un peu la clé on va dire, c'est vécu au présent et sans faire attention à ce qui est à l'extérieur en fait. Un enfant de 3 ans, on va jamais se dire je vais pas piquer ma colère parce que ici il y a des gens ou il y a d'autres enfants qui vont me voir, et il va pas se contenir. C'est vraiment naturel et au présent, sur le moment. L'émotion elle vient, il commence à crier, à pleurer, vous le faites rigoler, l'émotion elle vient et il s'arrête et il rigole, c'est vraiment vécu au présent en fait. Et du coup l'émotion elle traverse sans qu'il y ait rien qui reste inscrit en fait, sans qu'il y ait rien. Après quand on les réprime, de dire arrête, calme-toi, c'est là que ça commence aussi à mettre des blocages inconscients, parce qu'on va mettre un jugement, on va mettre un stress à l'enfant qui est en train de vivre son émotion. Et on va lui créer un stress pour lui dire mais ça suffit maintenant, on est dans un magasin, il y a tout le monde qui te regarde, c'est pas bien. Et là en l'occurrence, on va créer de la culpabilité, on va créer des choses, on va commencer à créer des blocages inconscients chez l'enfant. Parce qu'il n'aura pas pu vivre complètement son émotion, et en plus on porte un jugement sur ce qu'il est en train de faire. Donc la peur du jugement et de la critique et du regard externe sont des éléments qui sont dictés par des codes sociaux, sont un peu des éléments qui nous empêchent de vivre pleinement nos émotions, et donc quelque chose qui nous fait grandir le paquet, donc quelque chose qui potentiellement peut nous amener à des maladies, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Parce que donc comme le docteur Tal Schaller a fait aussi, il a fait beaucoup de recherches là-dessus, il était parti, je crois que c'était en Amazonie, ou en tout cas en forêt, où vivaient des peuples où il n'y avait pas du tout de maladie là-bas en fait. Donc il était parti pour voir comment ça se fait que chez eux il n'y avait pas de maladie, et il explique que c'est vraiment parce que les gens, donc à n'importe quel âge, vivent leurs émotions sur le moment. Donc il expliquait qu'il y avait un monsieur de passé 80 ans qui tout à coup au milieu du village commence à taper une grosse crise, en tapant des pieds, en se roulant par terre, comme un enfant de 3 ans. Et là, il est resté quelque temps dans ces villages en fait pour étudier la chose, et il en ressort en fait que ces gens qui vivent aussi sans jugement de l'autre, puisque chez eux c'est normal de faire ça, n'ont pas de maladie comme chez nous en fait. Il n'y a vraiment aucune maladie parce qu'en fait, déjà ils vivent en nature, c'est sûr ça aide, il y a l'alimentation, il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments, mais un des éléments principal, c'est vraiment qu'ils vivent leurs émotions au moment où elles arrivent. Donc en fait, le cumul d'émotions négatives ne se fait pas. Elle arrive, elle est vécue, elle s'en va. Parce qu'elle est tout à fait naturelle et qu'elle est tout à fait acceptée. Et il n'y a personne qui juge quelqu'un qui est en train de piquer une grosse colère en plein milieu du village, en fait. Donc la personne est libre de le faire. D'accord, donc en fait, on pourrait imaginer même qu'un des buts de la vie, c'est de savoir vivre dans le présent ses émotions, et que la vie nous récompense d'une existence saine et sans maladie si on le fait, et par contre elle nous punit d'une maladie si on ne le fait pas, même si c'est pas véritablement une punition, c'est plus un signe que oui, vous devriez davantage vivre vos émotions, c'est bien ça? Oui, même si je pense que c'est pas forcément une punition, parce que c'est vraiment c'est vraiment une aide à comprendre. C'est vraiment une aide à comprendre ce qui nous arrive et pourquoi on vit ça. Mais oui, c'est vraiment, en tout cas, le fait de vivre ses émotions au présent permet d'être en bonne santé, en fait. Ça, c'est très important. Je pense qu'on permet de vivre les émotions dans le présent, nous permet de vivre davantage en bonne santé. C'est vraiment très, très important, je pense. Est-ce que toi-même, tu as pu voir justement
des clients qui avaient de la peine à vivre leurs émotions et puis qui ont eu des maladies ou ce genre de choses? C'est des choses que tu as pu avoir l'occasion d'observer dans ta clientèle? Alors, oui, vivre des émotions. Alors après, j'ai eu plusieurs fois des décodages sur des maladies. C'est vraiment plus pour comprendre pourquoi ça s'était mis en place, hein, comme des cancers ou des problèmes vraiment pulmonaires, où les gens, au moment où ils ont pris conscience, là c'était plutôt dans le décodage, effectivement, où ils ont pris conscience de pourquoi cette maladie s'était mise en place. Il y avait une personne qui effectivement faisait des IRM liés à des problèmes pulmonaires. Depuis plusieurs mois, elle n'avait pas de résultat en fait à l'hôpital. Elle ne comprenait pas pourquoi il y avait ça. Et là, justement, on avait fait un décodage. Elle avait regardé donc le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et en comprenant vraiment, parce que là c'est détaillé hein, par rapport aux mots physiques que nous avons, en comprenant, en lisant le décodage et en comprenant pourquoi cette maladie s'était mise en place, elle a réussi vraiment du jour au lendemain à faire qu'elle n'était plus là. Donc elle avait refait après la lecture du livre, 2 semaines après, elle était retournée faire une IRM, il n'y avait plus rien en fait. Et les médecins n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Mais en fait, c'est que une fois que notre inconscient, dès qu'on a mis la lumière sur un émotionnel, sur un pourquoi ça s'est mis en place, notre inconscient n'a plus besoin de laisser en fait ça, de laisser cette maladie si c'est pas trop grave, si c'est pas aller trop loin en fait. On peut tout à fait se débarrasser de maladie. Donc la prise de conscience des messages de notre corps et des émotions qu'on comprend enfin et qu'on peut vivre, ça permet des guérisons parfois miraculeuses. Oui, tout à fait, oui. Disons plutôt qu'on considère... exactement. Qu'on considère miraculeuse alors qu'en fait c'est le processus, sauf qu'il est peut-être pas totalement compris par la médecine, en tout cas la médecine occidentale. Tout à fait. Intéressant. On va continuer sur cette lignée en parlant justement et c'est Lise Bourbeau qui continue sur l'exemple de la personne qui n'a pas vécu pleinement sa colère, dans l'exemple qu'on a donné précédemment. Je lis le passage et puis on pourra réfléchir sur le sujet. Ce qu'elle aurait pu juger comme un comportement mauvais aura été en réalité une expérience fructueuse pour elle, mais si sa tête prend le dessus et que cette personne s'accuse et se rend coupable d'avoir vécu une telle colère, ou qu'elle accuse autrui de l'avoir mise en colère, cette personne sera décentrée et pourra perdre le contrôle en posant des gestes ou en tenant des propos qui iront au-delà de ses intentions réelles. Pendant que la colère fait ainsi rage, ce n'est plus réellement cette personne qui dirige, c'est son mental qui la dirige, en ne lui donnant pas le droit de vivre cette expérience. Oui, effectivement, c'est important de pouvoir vivre cette colère au présent, en fait. Et puis de comprendre que c'est une bonne chose de pouvoir la vivre, en fait. C'est un moment de colère, c'est peut-être négatif parce qu'on se met en colère, on n'est pas bien sur le moment même, mais au final, c'est quelque chose qui est sorti. Donc on a nettoyé quelque chose, on a enlevé quelque chose. Donc en fait, vivre toute émotion est une bonne chose parce que ça nous permet de nettoyer son intérieur et de vider son paquet en fait. De vider son paquet, oui. Et on voit que même parfois chez les enfants, qu'on leur a appris justement à se taire, chez les enfants, chez les adultes, hein, c'est quand on réprime, il y a un moment en fait où ça fait vraiment cocotte minute. Hein. Il y a un moment où ça va sortir sur peut-être quelque chose d'anodin, où on risque de péter un plomb et d'avoir une réaction très forte, alors que c'est pas du tout approprié. Mais ça, c'est vraiment l'effet cocotte minute. Hein. Ouais, on a gardé, puis après, il y a un moment, ça sort, parce que notre corps a besoin de se libérer, en fait. Prenons un scénario, juste, par exemple, d'un parent. Allez, t'as l'enfant qui est là, et il abuse un petit peu. Il est en train d'essayer d'énerver les parents en demandant encore les choses, en ne faisant pas les choses que le parent lui demande de faire, donc d'aller faire les devoirs, et puis il est là. Je sais pas si tu peux te voir un petit peu dans ce genre d'expérience, mais c'est donc le parent il va un peu péter un câble, on va dire. Intérieurement il va se contenir. L'enfant par exemple il sera triste de devoir faire la chose et puis il va commencer à faire une crise. La version un peu malsaine, si j'ai bien compris de la chose, c'est vraiment de dire au fond, maintenant tu te calmes, tu te calmes, tu te tais et tu fais tes devoirs, donc il doit réprimer son truc.
Et le parent, bah, il doit essayer quand même de se contenir, alors qu'il est vraiment, il n'en peut plus. Il doit essayer de se contenir et garder une contenance. Donc chacun garde sa contenance, et puis le parent qui garde sa contenance dit à l'enfant de garder sa contenance et de faire les choses. Donc aucun des deux ne vit totalement son émotion. Ce serait quoi le scénario, on va dire, idéal d'un point de vue émotionnel de cette situation? Idéal serait de pouvoir vivre chacun l'émotion. Donc je pense presque. Alors il faudrait que les deux aient la conscience de ça en fait, hein, mais que chacun puisse exprimer sa frustration, sa colère, on va dire. Chacun dans son coin. Voilà. Chacun va dans une pièce et là il s'énerve et il sort sa colère d'une manière ou d'une autre. On dit voilà, c'est bon aussi peut-être d'avoir pour les enfants peut-être un punching ball pour que les émotions elles sortent ou qu'ils puissent crier dans un coussin, ou même pour les adultes c'est pareil, hein, mais que en fait juste que ça sorte et que ce soit pas gardé et cumulé à l'intérieur de soi en fait. Et après au quotidien c'est un peu compliqué, ça peut être un peu compliqué, à moins qu'on ait vraiment cette habitude de le faire à chaque fois. Et au fil du temps, en acceptant cette colère, en acceptant ce fonctionnement, bah on va sûrement arriver à avoir un dialogue plus harmonieux. Puisque tout sera sorti en fait. Pourquoi je dis que c'est compliqué au quotidien? Parce qu'on n'a pas le réflexe de le faire. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, après, il y a ça dans le cadre. Imaginons que dans un foyer, tout le monde est dans l'acceptation de ses émotions et dans le fait de pouvoir vivre ses émotions. C'est cool, que les choses se passent bien. Après, il faut avoir le réflexe de le faire, mais après, comme toute chose, à partir du moment où on le fait encore et encore, ça devient une habitude, et donc ça devient plus facile, chacun prend l'habitude de le faire, ok, ça va. Après, il y a la question, effectivement, de comment vivre ça en société et à l'extérieur. Alors, si on n'a pas peur du jugement des autres, on sera comme cette personne dans l'Amazonie, si je me rappelle bien, l'exemple de ce gars de 80 ans qui commence à piquer sa crise, à se rouler par terre comme un enfant de 3 ans, parce qu'il n'a pas peur du jugement et les autres vont pas le juger, parce que les autres vont se dire ok, bah, il a son émotion et il est en train de la vivre. Dans une société qui n'est pas, on va dire, dans l'acceptation générale de ce genre de comportement, c'est un peu plus compliqué. Quel serait ton conseil par rapport à ça? Pour vivre l'émotion, on essaye de pouvoir quand même la vivre au présent en fait, hein. C'est quand même ce qu'il y a de mieux. On peut s'isoler en fait pour pouvoir vraiment taper des pieds ou même voilà, aller aux toilettes discrètement sans que personne ne voie, pour pouvoir taper sur les murs ou crier presque en silence on va dire, mais en tout cas juste faire sortir en fait le trop plein. Ça c'est une des méthodes, mais bon, sinon si on n'y arrive vraiment pas, ça serait pouvoir se défouler aussi avec le sport, avec quelque chose qui nous fait du bien, peut-être les gens ça va être en expliquant directement la chose. La meilleure chose c'est vraiment de pas pouvoir le garder en fait, de pas garder le silence, de pas le sortir avec du sport, de tout garder sans rien faire avec. Là c'est vraiment la plus mauvaise chose pour remplir le paquet, mais sinon de pouvoir le soir même de l'écrire en fait, hein, d'écrire ce qui s'est passé dans la journée qui a été vraiment très contrariant pour nous, de faire une lettre et de la brûler, parce que c'est pas bon de garder chez soi tout ce qui est négatif, hein, qu'on écrit, on fige dans la matière quand on écrit, donc c'est pas bon de le garder chez soi, c'est mieux de le brûler et de le rendre à l'univers. C'est une des manières en fait pour pouvoir nettoyer le stress qui se fige dans l'inconscient en fait, hein. Mais voilà, si on peut le vivre physiquement, donc je dirais plus avec du sport, avec en tapant même dans les coussins, en criant dans un coussin, même si on le fait le soir, c'est une des meilleures choses pour pouvoir le libérer en fait. Très bien. Je pense que dans un audio ultérieur, on pourrait discuter vraiment d'un processus complet pour vivre pleinement ses émotions et les accepter. Là, je voudrais peut-être terminer cet entretien très intéressant sur l'acceptation de ses émotions par un dernier passage, une dernière réflexion en fait de Lise Bourbeau, ce qui est la suivante. Aussitôt que tu utilises les qualificatifs bien, mal, correct, pas correct, supposé, pas supposé, normal, pas normal, sois assuré que ton mental a ainsi pris le contrôle, qu'il juge tes comportements et que tu te laisses diriger par lui. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un peu comme on disait avant, d'être dans l'amour inconditionnel en fait, de soi et des autres. C'est-à-dire que le mental va toujours poser des jugements en fait, et c'est une des choses les plus dures à travailler quand même, parce qu'on a ces habitudes, on a cet inconscient collectif qui est comme ça, où on juge tout. C'est notre façon de faire, et c'est très difficile de sortir de ça. Mais par contre, voilà, c'est un peu comme dans les 4 accords Toltec, c'est une chose qui est importante de pouvoir
avec le temps, de pouvoir surtout, pour soi-même en tout cas, c'est la première chose, je pense, parce qu'on est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres souvent. Bien sûr. On a plus de tolérance pour les autres que pour nous-mêmes. Et puis c'est là qu'on s'auto-juge, on se culpabilise. Ça fige vraiment des choses. Parce que la culpabilité est une émotion très très négative, très forte en fait. Parce qu'on se juge durement, on se critique soi-même. Donc on est dans le jugement vraiment négatif. Et là on fige vraiment encore plus... il y a déjà le fait d'avoir peut-être vécu une émotion négative dans la journée, et en plus on va se mettre une couche de culpabilité, ce qui, voilà, ça refige encore plus, on va dire, dans notre ADN, ce qui a été négatif pour nous en fait. Donc le mental a certainement sa raison d'être, on pourra en parler dans un autre audio, mais lorsqu'il s'agit d'une émotion qui surgit, il faut vraiment l'expérimenter, la vivre. Et le fait de ne pas la vivre, mais au contraire de la mentaliser, si j'ai bien compris, et de la répéter encore et encore, on va rajouter, non seulement on va pas diminuer le paquet, mais on va encore rajouter le paquet, et à chaque fois qu'on reviendra dessus, on va encore rajouter le paquet, ce qui fait que je pense qu'on explique pourquoi les pensées créent notre réalité, parce que c'est clair qu'avec le mental, on va pouvoir entretenir des pensées émotionnalisées qui vont créer des choses, si c'est des pensées émotionnalisées négatives, pour le coup des événements et des circonstances assez négatives. Oui, je pense que ça crée vraiment notre réalité, parce que si on n'est pas bien, on va voir que tout va mal en fait. C'est vraiment notre prisme en fait. On met les lunettes noires et tout va mal. On va mettre le regard, les yeux, la compréhension sur tout ce qui va pas. Tandis que quand on va bien, justement, on va moins voir ce qui va pas et on va mettre notre regard, nos lunettes roses, et puis on va voir tout ce qui va bien en fait. À l'extérieur en fait. Oui, ça pourrait être une bonne leçon déjà de réinterpréter les choses de façon positive pour voir justement tout ce qui est bon afin d'en créer davantage dans notre vie. Oui. Okay. Tout le fait aussi bien de comprendre pourquoi ça arrive et puis de se dire toujours je vis cette chose pour une raison en fait. Déjà en partant de là, on arrive à enlever la culpabilité et ne pas voir le négatif à ce point en fait. Ok, écoute, je pense que c'est une très très belle conclusion pour cet audio et ces premières réflexions sur Lise Bourbeau. On en fera certainement d'autres étant donné que c'est vrai qu'elle a beaucoup à partager et vraiment une grande sagesse et une grande compréhension des émotions et de la gestion de ces émotions notamment. Oui, tout à fait. Super, merci beaucoup Gisèle. Merci.